Bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous accueillir pour cette nouvelle rencontre Science à cœur organisée par Sorbonne Université. Alors c'est le quatrième grand rendez-vous de cette série consacrée au thème de la santé. Et le titre de cette quatrième rencontre de la saison, Tabou hors notre tabou, quelles sont les limites de la médecine? Alors à travers l'expertise et les témoignages de nos 4 intervenants, ils sont 3, mais la quatrième va nous rejoindre très prochainement, en tout cas je l'espère. Donc à travers leurs témoignages, à travers leur expertise, nous allons voir que parfois il ne suffit pas de savoir faire des gestes très techniques, d'avoir la connaissance. Il y a aussi certaines limites en médecine. Nous sommes des humains, il faut encore que nous acceptions certaines procédures, certains procédés en médecine. On parlera très concrètement des vaccins dans cette rencontre, on parlera aussi du don d'organes, on parlera plus généralement des limites de la médecine avec nos intervenants. Alors voici comment ça va se dérouler. Les habitués le savent peut-être, ils ont une mission bien précise, ils vont vous faire une présentation de 10 minutes, top chrono, montre en main, j'y veillerai, pas une de plus, peut-être une de rab. Ensuite, on aura un court échange. Et puis, une fois que les 4 intervenants auront fait leur présentation, nous ferons une table ronde. Donc, on s'installera sur les fauteuils et je vous inviterai à leur poser des questions. Et ils interagiront aussi ensemble à ce moment-là. Alors, je vous présente nos 3 intervenants, et y compris la quatrième qui nous rejoindra. D'abord, il y a Brigitte Autran, professeure d'immunologie à la faculté de médecine de l'université Pierre et Marie Curie, ex-médecin à la Pitié-Salpêtrière, et votre présentation portera sur la vaccination. Viviane Justice est avec nous, infirmière coordinatrice de prélèvement d'organes et de tissus, aussi à la Pitié-Salpêtrière, et nous verrons avec vous comment vous accompagnez les familles confrontées au choix du don d'organes suite au décès d'un de leurs proches. Donata Mara, elle va nous rejoindre très rapidement. Elle est psychiatre à la Pitié-Salpêtrière et présidente du bureau d'interface professeur étudiant à l'université Pierre et Marie Curie. Et nous verrons avec elle un peu à l'autre bout de la chaîne comment elle accompagne ceux qui reçoivent ces organes et comment est géré l'accompagnement de ces transplantations. Et puis enfin, nous terminerons avec Jean-Paul Thomas, avec nous ici, philosophe et professeur émérite à l'université Paris-Sorbonne. Vous nous proposerez une réflexion un peu plus générale sur la notion de guérison et les limites de la médecine. Voilà pour les présentations. On commence avec vous, Brigitte Autran, donc professeure d'immunologie à la faculté de médecine de l'université Pierre et Marie Curie, avec donc cette présentation sur la défiance que provoque parfois. Donc, l'intitulé exact, c'est « La science face à l'hésitation vaccinale ». Merci beaucoup. Donc, je suis ravie de pouvoir vous parler des vaccins et de la vaccination, qui n'est pas un sujet tabou. Vous savez bien sûr que la vaccination est un acte médical qui a été inventé, entre guillemets, par un médecin anglais, Edward Jenner, à la fin du XVIIIe siècle, mais qui en fait provient d'une pratique absolument ancestrale, probablement quasiment aussi vieille que l'homme, puisque les populations, depuis très très longtemps, on sait que les Chinois et l'Antiquité grecque le rapportaient déjà, se protégeaient contre la variole en inoculant des petits fragments de pustules de variole dans les narines des bébés afin de les protéger contre la variole. Donc la vaccination est un acte qui est né quasiment avec l'humanité et qui avait compris qu'il fallait protéger, que l'on pouvait se protéger contre les maladies infectieuses en inoculant un fragment le moins pathogène possible de l'agent infectieux responsable de la maladie. Donc Jenner a découvert cela, a inventé le principe des vaccins. Je ne vais pas vous faire l'histoire de la médecine. Un vaccin qui était un vaccin que l'on appelle vivant, atténué, c'est-à-dire qu'il prélevait le contenu d'une pustule proche de la variole, présente sur le pis des vaches, transmise aux vachères qui trayaient les vaches, et il avait observé que ces vachères exposées aux vaches contaminées étaient elles-mêmes protégées contre la variole. Le geste qu'a inventé Jenner a eu un succès foudroyant et s'est répandu dans toute l'Europe au XIXe siècle, à tel point que les armées en ont fait un acte extrêmement important pour protéger les soldats, et les armées anglaises, les armées françaises, les armées allemandes. Il faut savoir qu'au cours du XIXe siècle, malheureusement, des effets secondaires de cette vaccination, des effets indésirables sont apparus, et il y a eu déjà de premières ligues anti-vaccinales qui ont protesté contre la vaccination en disant « c'est trop dangereux, je ne veux pas me faire vacciner ». À tel point
qu'au moment de la guerre de 1870, la guerre franco-prussienne, les armées françaises ne voulaient plus être vaccinées. Mais Bismarck, qui était un général allemand extrêmement autoritaire, avait décidé que quoi qu'il arrive, tous les soldats allemands seraient vaccinés. Le résultat, c'est que pendant la guerre de Prusse, il y a eu 25 000 soldats français qui sont morts de variole contre moins de 150 soldats allemands. Donc vous avez déjà une analyse statistique, historique, qui vous montre la différence provoquée par la vaccination. Certes, avec cette vaccination, il y avait des effets secondaires, mais elle était réellement protectrice. Qu'a-t-on fait depuis ? Depuis, Pasteur, à la fin du 19e siècle, a fait exploser la vaccination en concevant des méthodes de production de vaccins beaucoup plus sûres, beaucoup plus safe, comme on dirait en mauvais franglais aujourd'hui. Et il a inventé la capacité à faire à volonté du vaccin, soit en atténuant la virulence d'un agent infectieux, c'est ce qu'on appelle le vaccin vivant atténué, soit en détruisant le vaccin, c'est ce qu'on appelle le vaccin inactivé. Et ainsi, on peut produire et inoculer des vaccins qui sont beaucoup plus dénués d'effets secondaires que ne l'était le vaccin contre la variole. Alors au XXe siècle, nous avons une explosion extraordinaire de vaccins et un recul des maladies infectieuses grâce aux vaccins. Et l'on peut dire aujourd'hui qu'aucune intervention de santé n'a eu autant de succès, ou n'a aujourd'hui autant de succès que les vaccins. Vous savez tous ici que quand vous étiez à l'école, vous aviez des enfants atteints de poliomyélite dans votre classe ou dans votre école. Vous vous souvenez sans doute des dégâts gravissimes de cette maladie. Grâce aux vaccins atténués puis inactivés contre la polio, il n'y a plus de poliomyélite autour de vous. Il n'y a plus de polio en France depuis les années 60-70. Il n'y avait quasiment plus de polio dans le monde, jusqu'à ce que le monde soit perturbé par des événements politiques, par la guerre, et en particulier la Syrie, qui était un pays où la vaccination se produisait extrêmement bien, elle était très très bien organisée. Et bien avec la guerre qui s'est produite en Syrie, il y a eu une désorganisation du système de santé, un arrêt des vaccinations, et la poliomyélite a été ramenée par des soldats mercenaires, et il y a maintenant des enfants à nouveau qui souffrent de poliomyélite en Syrie. Vous savez également que le vaccin contre la rougeole, beaucoup d'entre vous ont eu la rougeole ici, vous pensez sans doute que la rougeole n'est pas une maladie grave. En fait, c'est une maladie extrêmement meurtrière, en particulier chez le petit enfant qui n'est pas vacciné ou qui n'est pas immunisé. J'étais responsable à l'hôpital Claude Bernard du pavillon de la rougeole en 1981. Et je suis revenue comme chef de clinique en 1984. Le pavillon de la rougeole était fermé grâce à l'apparition du vaccin contre la rougeole qui avait permis de stopper ces épidémies de rougeole. Mais vous savez que les Français, du fait de cette hésitation vaccinale dont on parle beaucoup, les Français sont de plus en plus réticents à la vaccination et il y a eu des épidémies de rougeole avec des morts en France liées à la rougeole. Donc ça n'est pas simplement une maladie exotique, simplement lié au fait d'un manque de vaccination. Donc ces vaccinations sont extrêmement efficaces, elles protègent et elles sont élaborées aujourd'hui de façon beaucoup plus sécuritaire que ne l'étaient les vaccinations du temps de Jenner et même du temps de Pasteur. Comment sont élaborés les vaccins d'aujourd'hui ? Les vaccins d'aujourd'hui sont toujours élaborés selon les principes qu'avaient mis en place Pasteur et son école, fin du 19e et début du XXe siècle. Donc soit on atténue volontairement la virulence d'un agent infectieux, soit on le détruit complètement, il est mort, soit on extrait le principe actif de cet agent infectieux qui va être la cible des défenses immunitaires. Donc tout ceci se fait dans des laboratoires, souvent des laboratoires académiques, par exemple ceux de notre université, puis souvent en partenariat avec l'industrie. Et c'est l'industrie, bien sûr, qui va élaborer le produit de santé. Il ne peut pas y avoir un produit de santé qui réponde aux règles de production d'un médicament sans qu'il y ait un principe industriel. Mais cet industriel ne fait pas le développement d'un vaccin seul. Cet industriel va développer le vaccin selon les règles internationales liées à la déclaration d'Helsinki de 1950, préconisant et imposant qu'il y ait d'abord un essai dit de phase 1 pour vérifier d'abord l'innocuité du produit,
puis un essai de phase 2 pour continuer à vérifier l'innocuité du produit et commencer à tester son efficacité sur un nombre plus important de sujets, et enfin un essai de phase 3 pour vérifier sur un très grand nombre. Alors quand on dit un très grand nombre pour les vaccins, ce sont des dizaines de milliers d'enfants ou d'adultes que l'on vaccine. Et là, on va vérifier encore l'innocuité, puis l'efficacité de ce vaccin. Et ce n'est qu'à la fin de cette troisième phase, dite phase 3 d'essais cliniques, que les industriels, les producteurs de vaccins vont présenter un dossier aux agences réglementaires. En Europe, European Medical Agency, aux États-Unis, la FDA. Et ces agences ont l'obligation d'analyser la totalité des informations relevant de ce vaccin, c'est-à-dire depuis le tout début de l'élaboration du candidat vaccin jusqu'à la fin du dernier essai clinique. L'industriel ne peut cacher aucun résultat. À ce moment-là, il y a une décision. Ce vaccin est efficace ou n'est pas efficace. Ce vaccin peut être inoculé sans danger ou ne peut pas être inoculé sans danger. Et ces agences statuent. Elles sont souveraines, c'est elles qui statuent. Il n'y a aucune influence sur ces agences. Si le produit vaccinal a passé cette étape, alors il va retourner auprès des autorités de santé des différents pays qui vont élaborer ce que l'on appelle la recommandation vaccinale et dire ce vaccin doit être administré dans telles conditions à la population, etc. Donc c'est ici en France le comité technique des vaccinations. Alors ensuite, les États demandent à ce qu'il y ait une surveillance des effets secondaires des médicaments et en particulier des effets indésirables potentiels des vaccins. Donc, aujourd'hui, malheureusement, grâce aux médias, ou malheureusement du fait des médias, on entend beaucoup plus parler des effets indésirables des vaccins que des effets bénéfiques des vaccins. Que sont les effets indésirables des vaccins ? J'aurais tendance à vous dire, il n'y en a quasiment pas, il y en a très peu aujourd'hui, mais le risque zéro n'existe pas. Et donc vous avez tous entendu parler, sans doute, depuis quelques mois, voire depuis quelques années, que les vaccins pouvaient conduire à l'autisme. Vous avez sans doute entendu parler que les vaccins pouvaient induire la myofasciite à macrophages, surtout quand ils avaient des adjuvants. Vous avez probablement entendu dire que les vaccins pouvaient induire des poussées de sclérose en plaques. Où est la vérité? Où est la transparence? J'ai fait partie du comité mondial de sécurité vaccinale de l'OMS pendant 6 ans. La recommandation de l'OMS est que les informations doivent être totalement transparentes. La population doit avoir accès aux informations. Et vous avez accès aux informations. Ces informations sont disponibles sur les sites de l'Agence nationale de sécurité du médicament, de l'Agence européenne, du ministère de la Santé. On peut savoir quels sont les effets indésirables. Toute la population peut savoir quels sont les effets indésirables des vaccins. Alors qu'en est-il de la grande question qui agite la France sur adjuvants, par exemple, et myofasciite à macrophages? Pourquoi d'abord faut-il des adjuvants dans les vaccins? Et là, on revient à l'histoire de la médecine. Dans l'école pasteurienne, Gaston Ramon avait élaboré le premier vaccin antidiphthérique et antitétanique. C'était une protéine purifiée, rendue totalement inoffensive, et il essayait d'abord de faire du sérum antidiphtérique ou du sérum antitétanique chez les chevaux. Et puis les chevaux n'en faisaient pas, et donc il a découvert que si l'on ajoutait un adjuvant, eh bien cet adjuvant permettait d'augmenter la réponse immunitaire. De là est venu l'adjuvant, qui est effectivement partie prenante de très nombreux vaccins. Y a-t-il une relation myofasciite à macrophage adjuvant? La réponse est non. Je vous parle en tant que médecin, je vous parle en tant que scientifique, je vous parle en tant que Française et en tant qu'ancien membre des commissions de l'OMS. Il n'y a qu'en France qu'une équipe prétend avoir trouvé cette association. L'ensemble, les milliards de personnes qui ont été vaccinées sur la planète depuis le début du XXe siècle n'ont pas développé de myofasciite à macrophages et n'ont pas développé d'autisme. Donc cette question est une question franco-française. Y a-t-il d'autres événements indésirables des vaccins? En Angleterre, on a attribué l'autisme au vaccin contre la rougeole. Au Japon, on a attribué la sclérose en plaques au vaccin contre le papillomavirus. La conclusion, c'est que
face au vaccin, chaque pays élabore son propre fantasme. Pourquoi ? Le vaccin est un produit de santé que l'on inocule à un petit enfant, à une population saine. Et lorsqu'intervient un épisode malheureux de santé, une douleur, une sclérose en plaques ou un autre événement grave, si la vaccination a eu lieu quelques jours, voire quelques semaines avant l'épisode de la maladie, eh bien on a tendance à attribuer la culpabilité de ce déclenchement de maladie au vaccin. Donc c'est une association de temporalité, c'est-à-dire ça survient dans la même période, ça n'est pas une association de causalité. Voilà ce que je voulais vous dire. Je pense qu'il y aura des questions qui permettront d'élaborer plus profondément cette thématique des vaccinations et de l'hésitation vaccinale. Merci Brigitte Autran, restez là dans la lumière. Alors évidemment ça va susciter des questions, on aura l'occasion d'y revenir. Pourquoi selon vous ça suscite autant de défiance et de méfiance alors que finalement ça a quand même sauvé énormément de vies? Pourquoi on n'y croit plus? Alors, une première raison, c'est que les vaccins sont victimes de leur succès. C'est-à-dire qu'ils ont été tellement efficaces dans l'éradication ou l'élimination des maladies qu'on ne voit plus ces maladies. On ne voit plus de diphtérie, on ne voit pratiquement plus de polio. Et donc, on pense que ça n'est plus nécessaire de se vacciner. Et du coup, on ne prend en considération que le risque potentiel d'effets indésirables. Donc, on met la balance dans le mauvais sens. On pèse plus, la peur de l'effet indésirable pèse plus que la peur de la maladie. Et c'est une erreur, car la maladie existe toujours. Oui. Elles ne sont pas éradiquées. Alors, il y a un seul cas qui va dans l'autre sens, c'est la variole qui, elle, a bien été oui. éradiquée. Pourquoi, pour la variole, à grands coups de vaccin, on a réussi à se débarrasser définitivement de cette maladie et pas pour les autres? Alors, c'est simple. Il n'y avait que l'homme qui était porteur de la variole. Donc, une fois qu'on avait vacciné tous les hommes, on ne pouvait plus avoir de variole sur la planète. Et il n'y a plus de variole sur la planète. Par contre, si vous prenez la diphtérie, c'est un agent qui est dans l'eau. Le virus de la polio, c'est un agent qui est dans l'eau. Le tétanos, c'est un agent qui est dans la terre. Donc, on ne peut pas éradiquer ce qui est dans la terre. On ne peut pas éradiquer ce qui est dans l'eau. Et donc, il y aura toujours certaines maladies infectieuses. Il faudra toujours se vacciner. Ouais. Un mot, on imagine votre réponse, mais je vous pose la question quand même sur cette obligation. Là, la loi est passée au début de l'année prochaine. 11 vaccins pour les enfants obligatoires. C'est une bonne chose de procéder comme ça? C'est malheureusement une bonne chose. Ce ne sont pas 11 vaccins supplémentaires, ce sont les 11 vaccins qui étaient déjà recommandés chez l'enfant et 3 d'entre eux étaient déjà obligatoires. La situation française montrait que la couverture vaccinale s'affaiblissait tellement qu'il y avait un risque absolu de résurgence de maladies infectieuses. Et donc la seule solution, et nous n'étions pas enchantés de cette décision, la seule solution pour ramener la couverture vaccinale à un niveau qui permet à la population d'être protégée, c'était de rendre ces vaccinations obligatoires. Donc on aura sans doute l'occasion. Je pense, parce que j'ai entendu comme un léger grondement dans la salle, donc je pense qu'il y aura des discussions. Allez, une dernière question. On entend parfois dire oui, mais derrière tout ça, c'est l'industrie pharmaceutique qui a intérêt à nous vendre tous ces vaccins. Est-ce qu'on en a vraiment besoin ou est-ce qu'on est en train d'enrichir l'industrie pharmaceutique? Alors, j'espère vous avoir convaincu qu'on a vraiment besoin des vaccins et je ne connais pas d'organisme qui soit capable de faire des vaccins s'il n'est pas industriel. Donc, que ce soit une industrie de pouvoir public ou une industrie privée, de toute façon, il faut passer par un principe industriel. On n'aura jamais les conditions de sécurité d'un produit de santé si on ne passe pas par un principe industriel. Merci Brigitte Autran. On reprendra évidemment cette discussion avec la salle tout à l'heure dans la dernière partie de cette rencontre. Je vous propose maintenant, vous pouvez quand même applaudir Brigitte Autran d'ailleurs, même si le sujet fait débat.